Bonsoir, mesdames, messieurs. Monsieur Jean d'Agens, ancien élève de l'École normale supérieure de Paris et agrégé en lettres, a été professeur de littérature française à l'université de Nimègue en Hollande et à l'université d'Alger. Il enseigne depuis quelques années la littérature française classique des XVIIe et XVIIIe siècles à l'université de Strasbourg et fait partie d'un centre d'études d'histoire des religions, centre qui groupe la faculté de théologie, la faculté protestante et la faculté des lettres de cette même université. Monsieur d'Agens a publié la correspondance complète du cardinal de Bérulle et une étude très importante sur le cardinal de Bérulle et les origines de la restauration catholique au XVIIe siècle. Il a également fait paraître une bibliographie chronologique de la littérature de spiritualité et de ses sources de 1501 à 1610. Monsieur d'Agens nous parlera ce soir de Pascal à l'occasion du 3e centenaire de la mort de ce grand écrivain français. Mesdames, Messieurs, Monsieur Jean d'Agens. Nous approchons du 3e centenaire de Pascal. Il est mort à Paris le 19 août 1662. Le moment est favorable pour évoquer cette grande figure historique. Blaise Pascal est mort à 39 ans et 2 mois, au terme d'une vie très brève, encore raccourcie par une cruelle maladie. Il laissait une grande œuvre, dont aucune partie n'a vieilli. Les Provinciales, pamphlet redoutable qui a créé la prose française classique. Une œuvre scientifique, remarquable et qui apporte toujours sa place dans l'histoire de la physique et des mathématiques. Enfin, un grand chef-d'œuvre religieux, Les Pensées, fragment d'une œuvre apologétique inachevée, mais aussi note de vie intérieure, de vie spirituelle, et qui n'ont pas fini d'enrichir la conscience chrétienne. Ce sont les deux aspects de cette œuvre et de cette destinée que je voudrais brièvement évoquer devant vous. Pascal est né à Clermont, dans le centre de la France, le 13 juin 1623. Il a perdu sa mère à l'âge de 3 ans. Il a reçu de son père une éducation remarquable et originale qui l'isole tout à fait dans son siècle et fait de lui véritablement un moderne. L'éducation du XVIIe siècle était entière fondée sur l'Antiquité, et particulièrement sur l'Antiquité latine. Celle du frère de Pascal, grâce à son père, a été fondée essentiellement sur l'observation de la nature, sur des leçons de choses. Et Pascal, dès les premiers temps, a témoigné d'un singulier esprit d'observation, puisque l'âge des 15 ans, il a fait un traité sur les sons, qui a été perdu, mais d'autres œuvres presque aussi précoces sont conservées. Pascal commença le latin simplement à 12 ans, ce qui est très tard, si l'on pense surtout enfin que Montaigne a appris le latin comme il nous le dit en nourrice. Et Pascal, en réalité, n'aura jamais une connaissance très profonde de l'Antiquité. Quant aux mathématiques, son père, qui voulait toujours le tenir au-dessus de son travail, avait absolument refusé à ce qu'il en fasse. Il ajournait cela à plus tard. Seulement, un jour, il découvrit Pascal, le jeune Blaise, qui était en train de chercher la démonstration de la 32e proposition d'Euclide. C'est cette fameuse invention de la géométrie. C'est de la légende pascalienne, si l'on veut, mais c'est incontestablement de l'histoire. C'est quelque chose d'extrêmement bien établi. Alors nous savons que Étienne Pascal, qui était lui-même un excellent mathématicien, est allé trouver un de ses amis et qu'il était, comme nous dit Gilberte, la sœur aînée de Pascal qui a écrit sa vie, épouvanté de la grandeur et de la puissance de ce génie. Blaise Pascal était dans un milieu où ce génie mathématique a pu se développer. En effet, chez le père de Pascal, se tenaient des réunions de mathématiciens qui ont été en fait le premier noyau de l'Académie des sciences, qui est une fondation du XVIIe siècle. Pascal donc s'est trouvé immédiatement en contact avec les plus grands mathématiciens de son temps. Et dès l'âge de 16 ans, si vous voulez, il produit sa première œuvre, qui est un traité déconique, paru en 1939, et que les mathématiciens d'aujourd'hui considèrent encore avec respect. Cette éducation a été une éducation parisienne. Mais en 1640, Étienne Pascal, le père de notre Blaise, va à Rouen, où il est intendant des tailles. C'était des fonctions
comptabilité fiscale d'ailleurs assez importante. Rouen était une ville extrêmement brillante. C'était la ville de Malherbe, c'était la ville de Corneille, c'était par conséquent la ville de la poésie. Et le milieu Pascal était un milieu également brillant, et il y avait une enfant prodige. Cet enfant prodige n'était pas Blaise Pascal, c'était sa jeune sœur, Jacqueline, qui était une excellente poète, je dirais, suivant les habitudes et les mœurs du temps, et qui nous a laissé, mon Dieu, de très charmantes poésies précieuses. Et je parle immédiatement de Jacqueline, car c'est tout de même, comme nous le verrons, la deuxième héroïne de notre histoire. Blaise Pascal continue, je dirais, ses études mathématiques, mais qui l'orientent dans un sens technique. Le père de Pascal avait des calculs extrêmement compliqués et difficiles à faire pour ses perceptions, je dirais, d'impôts, des états compliqués à tenir. Pascal inventa alors une machine arithmétique qui est l'ancêtre, notez, de nos grandes machines à calculer modernes, qui est évidemment beaucoup plus simple, mais qui a été réalisée au terme d'un prodigieux effort technique. Pascal a en effet une quarantaine de modèles avant d'arriver au modèle définitif, que nous connaissons encore parfaitement bien, puisque un exemplaire de cette machine arithmétique est déposé à Paris au Conservatoire des Arts et Métiers. Et en 1645, il a pu dédier au chancelier précisément cette machine qui est une création assez extraordinaire. Jusqu'à cette date, la vie de Pascal est celle d'un enfant supérieurement doué, d'un jeune homme supérieurement doué et qui se déroule sans accident. Mais 1646 va marquer un très grand changement dans la vie de sa famille et dans la sienne. Son père a un accident, il se casse la jambe. Et alors, il est soigné par deux gentilshommes des environs qui étaient des disciples de Saint-Cyran. Et Saint-Cyran, dont le nom est si important dans l'histoire du jansénisme, avait groupé autour de lui précisément tout un groupe de fidèles qui comprenaient des laïcs et qui comprenaient des prêtres. Et c'est ce genre de milieu, je dirais, qui entre dans la famille Pascal à la faveur de l'accident arrivé à Étienne Pascal. Et la conséquence, ça a été une conversion totale, une conversion globale, je dirais, de la famille. Et nous avons là-dessus noté conversion à un christianisme profond, entendons-nous. La famille Pascal était une famille parfaitement catholique, mais à partir de ce moment, c'est un christianisme véritablement totalement vécu. Et nous avons un témoignage tout à fait admirable, ce sont les lettres que Blaise Pascal et sa sœur cadette Jacqueline ont adressées collectivement à Gilberte, la sœur aînée, qui était mariée à Paris, et où ils lui parlent précisément, je dirais, de leurs sentiments nouveaux. Il y a là un témoignage d'une profondeur admirable, notez, c'est déjà l'accent des pensées, mais ce n'est pas encore le style des pensées. On peut dire que l'homme religieux est né, c'est Pascal, mais l'écrivain n'est pas encore né. En tout cas, la vie scientifique continue, et elle s'amplifie. Pascal, en effet, s'intéresse à un problème qui passionnait, je dirais, son temps, c'est le problème du vide. Il arrivait, je dirais, à un très bon moment. Très peu de temps, quelques années avant, il y avait eu en Italie la fameuse expérience de Torricelli sur le baromètre, au fond. Le premier baromètre avait été construit par Torricelli, mais on n'était pas d'accord sur les causes qui faisaient monter, je dirais, la colonne de mercure dans le tube. Pascal s'est livré à toutes sortes d'expériences. À Rouen d'abord, avec des tubes de verre de dimensions variées, puis à Paris, à Tour Saint-Jacques, étudiant la variation de ce que nous appelons maintenant la pression barométrique au bas de la tour et au haut de la tour, et une expérience encore plus décisive qu'il a faite au Puy-de-Dôme, qu'il a fait faire au Puy-de-Dôme, précisément étudiant la variation de la pression barométrique entre le bas du Puy-de-Dôme et le haut du Puy-de-Dôme. Et alors, il est arrivé à cette conclusion très importante, que la nature n'avait point horreur du vide, comme on le disait alors, mais que c'était tout simplement la pesanteur de l'air qui faisait monter l'eau ou le mercure dans un tube. Notez, c'était là une immense nouveauté scientifique. Elle portait, notez, un coup tout à fait décisif à la physique aristotélicienne. Pascal est un de ceux qui sont au début, je dirais, de la physique moderne, qui se crée vers le milieu du XVIIe siècle. Et ceci, ce sera une acquisition définitive. D'autre part, de ses premiers travaux, Pascal a tiré l'idée du progrès, d'un progrès scientifique, limité d'ailleurs à la recherche scientifique,
sans aucune extension à l'ensemble de l'ordre humain. Et cette idée simple, que les anciens, ce sont les modernes, parce qu'ils ont derrière eux toutes les expériences, je dirais, d'une longue série de générations, tandis que les anciens, en réalité, sont les enfants. Ce sont les premiers. Il a également noté une autre conviction qu'il gardera toujours. C'est sa conviction de la grandeur de l'esprit, sa foi dans la grandeur de l'esprit, supérieure, je dirais, à toute grandeur matérielle. Nous avons là-dessus un témoignage admirable, c'est la fameuse lettre à la reine Christine, dans laquelle, précisément, il élève les grandeurs de l'esprit au-dessus des grandeurs temporelles, des grandeurs des princes et des rois. Ces expériences sur le vide ont occupé Pascal pendant tout le séjour à Rouen. Puis la famille revient à Paris. En 1651, Étienne Pascal meurt. Pascal est chef de famille avec toutes sortes de responsabilités et une période nouvelle s'ouvre dans sa vie, qui est la période, ce qu'on appelle habituellement la période mondaine. Il vit dans un milieu extrêmement brillant, fréquentant d'une part le duc de Rouennaise, fréquentant d'autre part le chevalier de Méré. C'est une expérience très curieuse. Pascal a tenu à exceller, aussi bien, je dirais, dans la vie mondaine, qu'il excellait dans la vie scientifique. Il semble d'ailleurs y avoir réussi. Il n'est pas exact, comme on l'a cru longtemps, qu'il ait écrit un discours sur les passions de l'amour. Cette œuvre n'est point de lui. Et par conséquent, l'épisode amoureux est à rejeter entièrement hors de la vie de Pascal. Mais il a profondément réfléchi, notez, sur ce qu'on appelait au XVIIe siècle l'honnêteté. Et alors c'est le moment où il a fait la grande lecture profane de sa vie, la lecture de Montaigne. Montaigne, précisément, sera pour lui, avec l'expérience directe du monde, la grande source de sa connaissance de l'âme humaine. Toutes les pensées de Pascal sont nourries de la pensée et des citations même de Montaigne. Cependant, cette vie mondaine, très rapidement, va le lasser. Il y a chez Pascal un sentiment de lassitude, de désolation intérieure. Et il se tourne à ce moment vers sa sœur Jacqueline. Sa sœur Jacqueline est entrée à Port-Royal, elle est religieuse. Pascal va la voir, il la consulte. Et au terme de cela, il y a un retour pour un christianisme profond, comme celui, je dirais, de la première conversion. Nous avons alors sur cette conversion un témoignage, enfin tout à fait émouvant, c'est ce qu'on appelle le mémorial. C'est un document que Pascal portait toujours sur lui et dans lequel il nous raconte une sorte d'illumination qu'il a eue dans la nuit du 25 novembre 1654. C'est certainement un des textes les plus émouvants de la littérature religieuse. Pascal alors se retire à Port-Royal, il est dirigé par M. Singlin, il semble qu'il ait trouvé un port de repos quand il va être immédiatement jeté de nouveau dans la bataille. Port-Royal, à ce moment, subissait, je dirais, de très grandes épreuves. Arnaud, qui était son chef, venait d'être chassé de la Sorbonne. Et les port-royalistes se tournèrent vers Pascal, pensant que cet homme, sérieusement, admirablement doué, pourrait les aider, je dirais, à reprendre l'avantage. Et c'est le moment, si vous voulez, où Pascal écrit ses provinciales. Les 4 premières provinciales sont un exposé relativement technique sur la grâce, mais dans la 5e se déclenche une extraordinaire attaque contre la morale relâchée que Pascal attribue aux jésuites et qui étaient les adversaires directs de Port-Royal. C'est là noté un texte qui a perdu évidemment beaucoup de son intérêt d'actualité, mais qui a gardé quand même pour nous une valeur très profonde dans la mesure, si vous voulez, où il expose un christianisme totalement intransigeant, tout à fait réfractaire à toutes les compromissions mondaines. Mais je ne veux pas traiter enfin le fond de cette question, qui est terriblement compliquée et difficile, mais je voudrais simplement signaler l'extrême importance des provinciales dans l'histoire de notre littérature. C'est le premier chef-d'œuvre noté de la prose classique. C'est vraiment Pascal qui a créé la prose classique, et du premier coup, cette prose classique française est une prose engagée. Et c'est dans cette ligne des provinciales, si vous voulez, que nous aurons au XVIIIe siècle l'œuvre, par exemple, de Voltaire et de Rousseau, et au XIXe, nous trouvons Veuillot, et dans des temps plus rapprochés de nous, nous trouvons Péguy et Bernanos. Cela continue, et ceci est à l'extrémité d'une ligne qui a été véritablement commencée par les provinciales de Pascal. Et je dirais autre chose. Au fond, ce sont les provinciales de Pascal qui, peut-être pour la première fois,
ont permis d'éprouver la puissance de la presse. Les provinciales, ça n'est pas un livre, en effet. Ce sont des petites brochures de 4 pages, 16 pages au maximum, qui paraissaient à raison d'une par mois. C'est exactement de la presse périodique, des pamphlets périodiques, ce qui tenait lieu d'une revue dans ce temps-là. Et là encore, il y a une ligne extraordinaire, si vous voulez, et je crois que le dernier successeur de Pascal, des provinciales, c'est certainement Mauriac, dans le bloc-notes, enfin, qu'il publie à l'heure actuelle, et Mauriac, d'ailleurs, lui-même, se réfère très souvent à la personne de Pascal. En 1657, Pascal arrête les provinciales, à la 18e. Pourquoi? On ne le sait pas très exactement. Peut-être par scrupule, nous n'en savons rien. Sa vie continue, toujours prodigieusement active, avec cette très mauvaise santé. D'abord, l'œuvre scientifique. Jusqu'à la fin de sa vie, Pascal a fait des mathématiques. Et là, il faut tout à fait rectifier sa sœur Gilberte, qui a vu dans Pascal un saint, en quoi il n'a pas absolument tort, mais qui a voulu qu'à partir du moment où Pascal est devenu saint, il ait renoncé à tout le reste. C'est tout à fait faux. Pascal a gardé jusqu'à la fin de sa vie des activités équilibrées, véritablement dans tous les domaines. Mais dans ces années, après 57, sa grande œuvre, c'est le dessin d'une apologie de la religion chrétienne, d'un grand livre qu'il destinait surtout à convertir ces mondains dont il connaissait l'indifférence et auprès de qui il avait vécu pendant longtemps. Ce livre noté, il ne le terminera pas. Il ne le terminera pas parce que dans les derniers mois de sa vie, la maladie le rendra d'ailleurs tout à fait incapable de travailler. Et nous assistons alors à une véritable ascension vers la sainteté. Pascal n'a vraiment plus que des préoccupations spirituelles. Il est d'autre part infiniment préoccupé des luttes de Port-Royal. On exige de Port-Royal la signature de ce qu'on appelle le formulaire. Jacqueline ne veut pas signer. On lui arrache une signature et Jacqueline meurt quelques jours après. Pascal a été terriblement frappé par ces événements et il s'est retourné, je dirais, contre ses amis de Port-Royal en défendant auprès d'eux les solutions les plus extrêmes, je dirais, contre le grand Arnaud, qui à ce moment-là était porté au contraire vers les solutions de conciliation. C'est ce que l'on a appelé les luttes intestines de Port-Royal, sur lesquelles les jansénistes ont fait le silence le plus longtemps possible. Maintenant, nous les connaissons mieux, et ceci nous aide beaucoup mieux à juger l'attitude de Pascal à ces derniers jours. Pascal, donc, a eu une grave maladie en 1662. Alors, un prêtre est venu auprès de lui, et Pascal, mon Dieu, a réalisé ce chef-d'œuvre de rester entièrement fidèle à la fois à l'Église et à Port-Royal. Il n'y a eu aucune espèce de rétractation, il y a eu jusqu'au dernier jour cette double fidélité. Notez, elle ne doit pas nous étonner. À ce moment-là, Port-Royal n'est pas du tout considéré comme un schisme, je dirais, ou comme une hérésie. Les paroialistes et jansénistes sont tout à fait dans l'Église. Ce qu'ils montrent, notez, Pascal est mort en 1662, en 1668, on conclut ce que l'on appelle la paix de l'Église, et l'année après, le grand Arnaud dédie au pape un de ses ouvrages, La perpétuité de la foi. Et je dirais l'année suivante, en 1670, paraît le livre qui assure précisément l'immortalité de Pascal, paraissent les pensées de Pascal. Les pensées de Pascal, notez, sont un livre admirable et qui a toujours vécu dans la littérature française depuis sa publication, depuis 1670. En 1734, Voltaire le prend comme l'adversaire de choix dans sa lutte contre le christianisme. Chateaubriand, dans ce génie du christianisme, le réhabilitera comme précisément un représentant exemplaire de la pensée chrétienne dans ce qu'elle a de plus profond. Et depuis ce moment-là, je dirais, chaque génération, chaque penseur important a tenu à prendre position en face des pensées de Pascal. Et nous arrivons maintenant au terme d'une période, ces 30 dernières années, où l'étude des pensées a été tout à fait renouvelée et où je crois que nous comprenons plus profondément cette œuvre admirable. Les pensées, notées, sont une œuvre double. D'un côté, ce sont les fragments d'une apologétique, ça n'est pas douteux. Mais d'autre part, ce sont des notes intimes. Ce sont des notes de vie spirituelle qui prennent très souvent la forme de prière ou d'élévation ou de méditation. Et la plus célèbre de toutes, c'est évidemment ce que l'on appelle le mystère de Jésus. Je ne veux pas, il est impossible, notez, de parler des pensées comme nous devrions le faire aujourd'hui. Je voudrais simplement insister, dire quelques mots de l'admirable conception de l'homme, notez, qu'on trouve dans les pensées de Pascal et qui a été synthétisée dans le très beau fragment qu'on appelle le fragment des 3 ordres. Pascal distingue 3 ordres dans l'homme. L'ordre de la chair, qui est l'ordre du corps,
L'ordre du corps, c'est-à-dire en effet toute la physiologie, mais aussi tout ce qui concerne la puissance temporelle, tout ce qui concerne la richesse, tout l'ordre politique, tout l'ordre économique. Il y a un deuxième ordre, notez, qui est l'ordre de l'esprit. L'ordre de l'esprit, c'est la vie proprement intellectuelle. Et là, les princes, ce sont les grands géomètres. C'est Archimède qui est prince de l'esprit. Et enfin, il y a l'ordre de la charité, l'ordre de la vie intérieure, de la vie la plus profonde. Et là, il n'y a pas d'autre prince que Jésus-Christ. Et l'ensemble de ces trois ordres constitue l'ordre humain. Et nous devons vivre dans la totalité de ces trois ordres en les équilibrant autant que nous pouvons. Et chacun de ces ordres sont hiérarchisés. En bas le corps, puis l'esprit, puis la charité. Chaque ordre est absolu dans sa partie, dans son domaine, mais s'anéantit devant le domaine suivant. Tous les corps, le firmament et les étoiles, la terre et ses royaumes ne valent pas le moindre des esprits, car il connaît tout cela et soi, et les corps rien. Tous les corps ensemble, et tous les esprits ensemble, et toute leur production ne valent pas le moindre mouvement de charité, cela est d'un ordre infiniment plus élevé. De tous les corps ensemble, on ne saurait faire réussir une petite pensée. Cela est impossible, et d'un autre ordre. De tous les corps et esprits, on ne saurait tirer un mouvement de vraie charité, cela est impossible, et d'un autre ordre surnaturel. Ces admirables formules de Pascal, notées, sont la formule même de l'humanisme chrétien. D'un humanisme, je dirais, qui se déploie dans tous les ordres, qui accepte et justifie tout l'ordre politique, tout l'ordre de la vie sociale, qui accepte et justifie tout l'ordre de la vie de l'esprit, mais qui au-dessus de cela, met un ordre de la vie profonde, un ordre de l'amour de Dieu et de l'amour des hommes, qui seul véritablement est la sagesse par laquelle les hommes peuvent vraiment vivre. Il est peut-être opportun aujourd'hui, où l'homme est menacé, je dirais, dans les trois ordres, et déjà dans son corps, enfin, dans sa vie terrestre et matérielle, et dans son esprit également, dont l'indépendance est si souvent menacée, et enfin surtout, probablement dans sa vie intérieure, qu'il est si difficile, je dirais, de vivre dans notre civilisation moderne si agitée. Peut-être c'est une année où il est assez convenable, enfin, de se rappeler l'exemple d'un homme qui, malgré une santé misérable, a réussi à vivre toute sa vie dans ces trois ordres, sans en sacrifier aucun, et qui nous a laissé, je dirais, dans son livre, dans les pensées, l'occasion de continuer à vivre à sa suite dans la même direction que lui. Je crois que Pascal, qui est un grand maître de vie spirituelle pour les Français, mérite d'être aussi un maître de vie spirituelle pour toute l'humanité. Et c'est, je crois, la signification de ce troisième centenaire.